Hop.
Ok, so, je suis de retour. Et puis, donc on va reprendre maintenant. Il est quelle heure? Il est 16h30. On a une heure, hein, si je ne me trompe pas. On arrête à 17h30, je crois. Et on va attaquer maintenant avec l'histoire avec le cybersexe, justement. Donc dans le Novo Museum, cette fois-ci, on va quitter Second Life, donc cette petite visite des métavers. Je vais faire comme d'habitude, je vais activer mon partage d'écran. Voilà. Et ça va faire un peu de bruit. D'ailleurs, je vais couper le son, juste le temps d'y aller. On va aller directement sur le niveau dédié à la cybersexualité. Donc je ne me rappelle plus où je l'ai mis. C'est juste avant le futur, c'est là. Cyberpunk, non. 20e siècle. Digital, Velasquez, Antiquité. Les arches. La préhistoire. Les utopies numériques. Ben, je ne l'ai pas mis. Ah mais oui. Oui, effectivement, je l'ai pas, il est en sous-arborescence, je ne l'ai pas encore mis en téléportation. Je n'ai pas créé de portail pour lui. Donc il est en sous-arborescence du XXe siècle. Là. Donc on va aller au XXe siècle. Direct. Toc. Voilà. Et on va aller tout au bout. Hop. Et il est sur la gauche. Alors, on va l'aborder sous deux angles. On va l'aborder sous l'angle des avatars, justement. Hop. Et voilà. Donc là, on est dans le niveau qui est consacré à ça. Et on va faire un petit peu d'histoire, l'histoire du cybersexe. Alors, le premier moment important, je vais remonter le son pour vous entendre. Voilà. Le premier moment important dans cette histoire-là, je vérifie juste que vous recevez bien quelque chose. Hop. Voilà, donc ça c'est bon, ça me paraît bien. Et je reviens, où est-ce que c'est? Alors, la notion de cybersexe, c'est comme les cyberpunk, c'est-à-dire on a sexe et cyber. Donc cyber fait directement référence à la cybernétique, dans un sens, je dirais, scientifique. Le cybersexe, ce serait d'avoir des relations sexuelles avec un dispositif cybernétique, c'est-à-dire dans le sens, je dirais, restreint, où on imagine que la cybernétique ne s'appliquerait qu'aux machines, ce qui n'est pas le cas. Hein. Je vous rappelle que pour Norbert Wiener, la cybernétique concerne l'ensemble du vivant. Hein, ça s'applique à tout organisme qui a des processus d'interaction informationnelle, de réception, transmission d'un message, modification du message. Et donc, c'est valable autant pour une relation avec des machines qu'avec des entités vivantes. Tout ce qui est vivant a une relation cybernétique au monde.
dans le sens donné par Norbert Wiener à l'origine. Après, dans le sens courant, pour la majorité des gens, la cybernétique ne concernerait que les relations avec les machines. Donc, le concept littéral de cybersexe, ce serait d'avoir des relations sexuelles, des interactions sexuelles avec une machine. Et que cette machine réagit, c'est-à-dire qu'il y a du feedback qui est donné. Alors, je m'aperçois d'ailleurs que ça ne marche pas, c'est-à-dire que je dirais que le premier dispositif cybersexuel dans un sens littéral, c'est Apple, justement, c'est l'anniversaire d'Apple actuellement, du Macintosh. Et en fait, c'est 1984-1985, sur Macintosh, là vous le voyez, au moment où le Macintosh arrive sur le marché, un jeune développeur, Michael Sands, qui fait partie, moi je dirais, des activistes de la côte ouest américaine, de libertaires et développeurs aussi de jeux et on appelle ça la contre-culture américaine, va développer un jeu sur Apple qui s'appelle MacPlaymate, que vous voyez là. Et MacPlaymate, en fait, c'est tout bête, c'est une animation graphique, et lorsque vous stimulez le personnage de la Playmate, elle va interagir avec la souris, la souris qui se transforme en petite main. Et donc, lorsque vous manipulez MacPlaymate, le logiciel génère des animations graphiques. Alors, c'est très sommaire, mais je dirais que c'est vraiment le premier dispositif, dans le sens littéral, de cybersexualité, de sexualité cybernétique, puisqu'on a bien, même de façon très sommaire, des interactions cybernétiques entre l'utilisateur et un ordinateur, en l'occurrence un Macintosh. Ça donnera d'autres développements, comme Virtual Valerie, etc. Mais en fait, on va utiliser le terme de cybersexe dans un sens plus large. En gros, pour le grand public, le cybersexe, ce sont tout bêtement, regarder des films pornographiques sur Internet serait du cybersexe. En fait, moi, je lui donne un sens plus large, beaucoup plus large. Je considère que le cybersexe intervient à partir du moment où on utilise des amplificateurs de la sexualité, des outils qui permettent, indépendamment des relations humaines, d'amplifier des relations sexuelles. Alors, la première trace qu'on ait d'un outil à vocation cybersexuelle, c'est cet Olisbos, c'est un joli nom, qu'on a trouvé dans une caverne en Allemagne et qui daterait d'à peu près moins 24 000 ans. C'est le premier Olisbos préhistorique qui, et donc à moins 24 000 ans, on peut être sûr que les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques utilisaient un outil qui simulait le pénis masculin en érection. Après, dans l'histoire du cybersexe, on a énormément d'Olisbos et de choses comme ça, mais des systèmes automatiques, des systèmes amplificateurs de sexualité, on n'a que des spéculations. Alors, c'est un travail qui est très intéressant, qui a été fait par une chercheuse américaine, une historienne américaine qui s'appelle Rachel Paymans. Et Rachel Paymans a sorti un bouquin qui s'appelle The Technology of Orgasm, les technologies de l'orgasme, où le sous-titre est très intéressant, c'est Hystérie, le vibreur et la satisfaction sexuelle féminine. En gros, Rachel Paymans fait une recherche pour remonter l'historique de l'invention des vibromasseurs. Et en fait, elle va découvrir qu'il y a très peu d'informations sur des outils de stimulation mécanique ou autres, d'ailleurs, de la sexualité. Elle suppose qu'à l'époque romaine, dans les bains, on utilisait l'eau. On pouvait utiliser des jets d'eau, par exemple, pour stimuler sexuellement, mais il n'y a pas de trace historique de dispositif. Et la première trace historique qu'elle trouve, c'est en France, c'est très tardif, c'est le 19e siècle, c'est la Pitié-Salpêtrière. Et c'est là que ça devient très très intéressant, c'est-à-dire qu'elle découvre en fait que la sexualité va être utilisée à la Pitié-Salpêtrière pour soigner l'hystérie féminine. Alors,
qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on a inventé une pathologie qu'on appellera l'hystérie féminine. Et à la Pitié-Salpêtrière, donc, on soigne l'hystérie féminine par des stimulations sexuelles avec des jets d'eau. Et la seconde trace qu'elle va trouver, c'est la médecine bourgeoise, américaine et anglaise. Et en fait, ce qui se passe, alors je vous raconte l'histoire, et ça a fait un film, et c'est très intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, la bourgeoisie, les hommes, on était dans une société, on l'est toujours d'ailleurs, très orientée masculine, très patriarcale. Les hommes de la bourgeoisie, quand ils ont une frustration sexuelle, c'est, on va dire, plus que toléré qu'ils aillent voir les prostituées. Par contre, les femmes, quelques-unes, vont avoir des gigolos, mais c'est en fait extrêmement mal vu et très très rare. Et le problème, c'est que les femmes se retrouvent avec des frustrations sexuelles, c'est-à-dire et surtout avec un phénomène. Alors oui, alors ça c'est important, c'est ce qu'on va appeler le naturalisme. Alors le principe du naturalisme qui existe toujours, hein, c'est une façon de voir le monde, c'est une forme de philosophie, c'est que est considéré comme normal ce qui correspond à ce que la nature a généré. En l'occurrence, pour la perpétuation de l'humanité, la procréation et la fécondation se passent par la pénétration du phallus dans le vagin. Et à partir de ce moment-là, on considère que la normalité en sexualité, c'est la pénétration phallique. Et donc, le problème, ça sera mis en évidence par Master et Johnson. Je vous conseille d'ailleurs la série sur Master et Johnson. Il y a une très très belle série excellente qui raconte l'histoire de Master et Johnson, qui sont deux chercheurs, un chercheur officiel et sa secrétaire, je crois, qui deviendra chercheur avec lui, qui vont faire les premières recherches scientifiques aux États-Unis sur la sexualité, en mettant en place des protocoles scientifiques. Et donc ils sont célèbres déjà pour ça. Et ils vont mettre en évidence, en fait, qu'en termes de jouissance, c'est-à-dire pour atteindre l'orgasme, seulement 55 à 50%, donc la moitié des femmes, se contentent d'une pénétration phallique. Pour le reste, il faut des stimuli plus importants pour que l'orgasme féminin puisse être déclenché. Mais à l'époque, avant, du fait de la pensée naturaliste, il est considéré que la femme doit obligatoirement jouir par simple pénétration phallique, sans stimuli supplémentaires. Et donc, une femme qui ne jouit pas comme ça est considérée comme ayant un problème. Et ça ne correspond pas à la nature. Et donc, on se retrouve avec toute une population de femmes, en particulier dans la bourgeoisie américaine et anglaise, et française, et toutes les bourgeoisies du monde d'ailleurs, et toutes les femmes, qui ont des frustrations sexuelles, c'est-à-dire ne sont pas satisfaites par la relation sexuelle avec leur mari. Et en plus, elles se retrouvent enfermées à la maison, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller chercher des gigolos pour se satisfaire ou des amants, ou si elles le font, c'est relativement dangereux même, et elles vont développer des pathologies qu'on va classer dans l'hystérie féminine. C'est-à-dire elles vont faire tout simplement des dépressions, des neurasthénies, tout un tas de pathologies liées à de la frustration émotionnelle, sexuelle, affective. Et il va falloir les soigner. Évidemment, à partir du moment où vous êtes malade, on vous soigne. Et ce qui va se passer au XIXe siècle, c'est qu'elles vont voir leur médecin. Elles ne vont pas faire comme le mari, aller voir les prostituées, elles vont aller voir le médecin. Et le médecin a un traitement. Au XIXe siècle, les médecins de la bourgeoisie américaine et anglaise ont un traitement, c'est la stimulation sexuelle. Et on a des lettres. Alors Rachel Pemens va sortir des lettres, va trouver des lettres, va faire une vraie recherche historique là-dessus. Donc elle trouve par exemple des lettres de médecins qui écrivent à leurs fabricants de vibrateurs, c'est-à-dire des vibreurs qui étaient aussi utilisés pour d'autres pathologies, et leur écrivent qu'il faudrait développer des vibreurs spécifiques, des outils spécifiques, parce qu'on peut confier cette tâche à des, comment on appelle ça, pas des sages-femmes, des infirmières, mais ça serait mieux ça serait plus facile s'il y avait des machines pour ça. Et donc va se développer une industrie et une pratique dans la médecine
dans la médecine de l'époque de stimulation mécanique sexuelle. Donc voici un exemple, lui c'est un des plus célèbres, c'est le Chattanooga Vibrator, je ne sais plus trop quoi, qui étaient des machines qui valaient très très cher. Celle-ci, alors j'ai des doutes sur son authenticité, mais il semblerait que ça soit un des premiers vibromasseurs à vapeur. Hein, c'est un vibromasseur à vapeur du 19e siècle. Et donc on va soigner les frustrations, la neurasthénie, l'hystérie féminine avec des dispositifs mécaniques. Ce qui va se passer, c'est que ça va être une industrie assez, une ressource économique importante pour les médecins de l'époque, et vont se développer des vibromasseurs bien meilleurs marché et vendus au niveau du grand public. Ce qui fait qu'à partir des années, je dirais 50, 40, la médecine, le champ de la médecine, la simulation mécanique sexuelle disparaît du champ de la médecine pour rentrer dans le champ de l'utilisation, je dirais, amateur, directement par l'achat donc de vibromasseurs. Et c'est comme ça que Rachel Penn donc, met en évidence, et surtout fait cette relation entre soigner l'hystérie féminine. Alors on ne parle plus maintenant d'hystérie, ça commence à être un terme désuet, l'hystérie féminine. Alors pour information, le complémentaire de l'hystérie féminine, c'est l'histrionisme. C'est-à-dire qu'évidemment, hystérie, ça veut dire en dehors de l'utérus, c'est-à-dire que la femme serait en dehors de son utérus, et on a un terme similaire pour les hommes qui est l'histrionisme, c'est-à-dire que ça définirait une sorte de forme d'hystérie masculine où l'homme est très comme l'histrion. L'histrion, c'était un personnage théâtral dans le théâtre romain qui était très emphatique, excessif, et qui servait à faire le passage entre les différentes scènes principales. Donc le symétrique de l'hystérie chez les hommes, c'est l'histrionisme. Hein, et de toute façon, on ne parle plus en psychologie, en psychiatrie moderne, on ne parle plus d'hystérie, puisque ça a été séparé en tout un tas d'autres pathologies moins généralistes et moins clivantes aussi, moins ségrégationnistes, féminines, que le terme d'hystérie. Alors ensuite, ça nous amène aussi à un endroit rigolo que je vais vous raconter là. Alors, ce qui va se passer, voilà, c'est là qu'est l'histoire principale. On va avoir des tas de développements qui sont consacrés à la stimulation sexuelle et donc des outils de cybersexe. Et alors, quel est, à votre avis, l'outil de cybersexe le plus répandu sur la planète, massivement utilisé, qui apparaît au XXe siècle sur la planète, un des premiers? Est-ce que quelqu'un a un avis? À part les vibromasseurs, hein, évidemment. La question qui tue. C'est pas le petit canard jaune, comme on m'a dit des fois. Et alors, c'est un vrai piège cette question, donc je ne vais pas vous laisser, parce qu'elle est très difficile à répondre, et en fait c'est un vrai piège. En fait, c'est la pilule contraceptive. C'est-à-dire, posez-vous la question de à quoi sert la pilule contraceptive. La pilule contraceptive est un outil médical qui sert à avoir plus de confort dans la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas inquiété par le fait de faire des enfants, et on va modifier le corps féminin. Hein, il y a encore une forme d'instrumentalisation qui est critiquée, hein, même actuellement, hein, en disant mais pourquoi? Parce que c'est possible aussi de fabriquer des contraceptifs masculins. Comment ça se fait que c'est encore la femme qui est le sujet d'expérimentation et l'objet de confort? En fait, ce que fait la pilule contraceptive, c'est c'est vraiment un outil cybernétique, parce qu'elle trompe le corps dans un processus de feedback cybernétique. C'est-à-dire qu'elle a 3 fonctions, dont une qui est très importante et qui est vraiment un processus cybernétique, c'est qu'elle va donner l'illusion, envoyer au corps l'information que la femme est enceinte. Elle va créer une illusion que la femme est enceinte, et à partir de ce moment-là, le cerveau va bloquer la possibilité d'être fécondé. Hein, parce qu'il ne faut pas être fécondé 2 fois, 3 fois simultanément. Donc dès que le cerveau féminin, le cerveau de la femme, a l'information qu'elle est enceinte, et ce n'est pas le cas, ça bloque le processus de fécondation.
ce qui est typiquement un processus cybernétique. Donc ça, c'est un exemple de cybersexe, hein, de cybersexe scientifique. Historiquement, on va avoir... Alors, je ne vais pas vous parler des... Si, quand même, parce que ça encore, c'est lié à la sexualité, c'est la notion de cyborg. Ce qui est très intéressant sur l'idée de cyborg, pour la plupart des gens, le cyborg, ils pensent quand on vous dit cyborg, organisme cybernétique, vous pensez à Terminator 2, ce qui est déjà une erreur, parce que Terminator, c'est un robot, c'est pas un cyborg, c'est pas un organisme. Mais en fait, quand on s'intéresse à l'histoire des cyborgs, d'où vient le mot des cyborgs, ce mot-là rentre dans notre histoire en 1960 par deux chercheurs qui s'appellent Manfred Klein et Nathan S. Klein. Et en fait, ils font paraître un article dans Life où ils se posent la question de nos pauvres cosmonautes envoyés dans l'espace. Donc c'est une spéculation par rapport au voyage spatial. Et en fait, ils disent, mais notre pauvre cosmonaute qui va être dans ces capsules pendant des mois, des années peut-être, dans l'espace, il va falloir le modifier. Il va falloir le modifier physiquement pour qu'il soit adapté à la vie dans l'espace. Donc ils vont faire un certain nombre de spéculations, comme par exemple, il faut qu'on change notre peau, c'est-à-dire que la peau devienne un capteur d'énergie, un capteur solaire, c'est-à-dire qu'on puisse se nourrir par la peau. Il faut qu'on arrête d'émettre des liquides, parce que les liquides dans l'espace, dans une capsule, c'est pas vraiment adapté. Donc il faudrait qu'il y ait un processus biologique, un changement biologique du corps humain, pour que l'humain recycle lui-même ses propres liquides, que ça tourne en boucle. Et surtout, là où ça devient drôle, c'est qu'à la fin de leur papier, le seul dispositif qui pourrait ressembler à un dispositif cybernétique mécanique, c'est qu'il va falloir leur mettre une pompe automatique, mécanique, donc, qui leur injecte à intervalles réguliers des drogues. Pourquoi ? Eh bien parce que notre pauvre cosmonaute, alors ça c'est très masculin hein, de penser comme ça, hein, mais on sent que chez les hommes c'est important, notre pauvre cosmonaute sans sexualité tout seul dans l'espace va faire des épisodes psychotiques. Hein, il va devenir dingue, et donc il va falloir réguler, entre autres, sa sexualité dans sa solitude spatiale. Et pour ça, on va lui injecter à intervalles réguliers un certain nombre de drogues qui permettront d'éviter qu'il fasse des épisodes psychotiques. Et il donne la liste des drogues en question. Alors il faut penser qu'on est dans les années 60, donc il y a quasiment toute la pharmacopée des junkies américains de l'époque. Donc ça c'est assez drôle aussi, hein, que le mot cyborg est né d'une préoccupation en partie liée à la sexualité. Ensuite, dans notre histoire de la cybersexualité, l'un des plus grands outils de cybersexe de l'humanité, c'est le téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, et ça je l'ai connu, donc c'est assez intéressant, dans les années 60-70, de toute façon après-guerre, en fait ce qui se passait avec le téléphone filaire, hein, l'ancien système de téléphone, pendant la Seconde Guerre mondiale, la proximité des câbles dans les gaines, dans les tubes, hein, dans les câbles téléphoniques, le fait qu'il y ait énormément de câbles de cuivre juxtaposés, très très proches, créait des phénomènes d'induction électrique qui fait qu'il pouvait y avoir un parasitage des conversations. Et donc, vous pouviez avoir plusieurs personnes en train de parler sur la même ligne, sur le même numéro, hein, par une sorte d'induction magnétique, et on ne pouvait pas retracer d'où parlaient ces gens, de quel numéro ils parlaient, de quelle adresse ils parlaient. Et ça a été utilisé par la résistance pour transmettre des messages, sans pouvoir être localisé. Ça, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un réseau, et justement, c'est devenu le premier réseau à vocation sociale, à vocation sexuelle, je dirais, de l'histoire. Longtemps, même avant les Américains, c'est-à-dire qu'on dit souvent que les premiers freakers, on dit des freakers, P-H-R-E-A-K-E-R-S, hein, les freakers, c'est-à-dire les hackers du téléphone. Par exemple, je vous ai expliqué que Steve Jobs était un freaker, c'est-à-dire qu'il avait fabriqué un système pour hacker le téléphone Bell, et on dit que souvent c'est les Américains, les premiers à avoir hacké le téléphone. Eh bien non, c'est encore nous, les Français, avec justement le réseau, on appelait ça le réseau,
Et le principe était que certains numéros de téléphone généraient ces conversations à plusieurs. Donc vous appeliez un numéro, je vous explique techniquement comment ça marchait, on appelait un numéro et ça sonnait occupé. Hein. Il fallait que ça sonne occupé, d'ailleurs il ne fallait pas que quelqu'un décroche. Donc ça faisait tout, et dans le silence entre les tonalités d'occupation, on pouvait parler à plusieurs. 10, 15, 20, 30 personnes pouvaient hurler dans le combiné pour se faire entendre dans le brouhaha général. Et en fait, très très vite, c'est devenu un réseau à vocation de rencontres sexuelles ou de fantasmes sexuels. À tel point que certains avaient même développé des systèmes d'amplification qui leur permettaient de dominer, d'envoyer plus de courant dans le réseau pour que leur voix domine sur le brouhaha général. Et ils rajoutaient en plus des effets dramatiques comme des échos, des réverbérations, etc. Et donc ça s'appelait le réseau. Et à une période, comment ça s'appelle, l'horloge parlante était connectée au réseau. Quelqu'un avait connecté le réseau à l'horloge parlante. Alors quand j'y connectais, c'est parce que autant au début, c'était hasardeux, mais quand j'en ai parlé récemment, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur les newsgroups, en fait, à la fin des années 90, hein, sur les premiers réseaux de communication par chat, un ancien opérateur des téléphones m'a expliqué qu'en réalité, c'était eux. C'était comment on va dire, pas les ouvriers, mais le personnel des PTT qui était chargé de la maintenance du réseau téléphonique français, qui, par-devers leur encadrement, les cadres, connectaient volontairement certaines lignes à plusieurs. On faisait exprès de générer ce processus-là. Et ils diffusaient, à ce moment-là, le réseau, ils diffusaient en clandestin, parce qu'ils risquaient c'était totalement interdit de faire ça, donc ils risquaient quand même leur place. Et ils diffusaient ces numéros de téléphone à la population. Donc on a aussi l'apparition de vrais friqueurs, de vrais hackers, qui volontairement modifient un réseau pour créer des communications horizontales, tout ça pour faciliter des rencontres ou des échanges à vocation sexuelle. Donc c'est typiquement du cybersexe. Et ça va disparaître, ce processus-là, le réseau, va disparaître avec l'arrivée des téléphones numériques, hein, des connexions numériques du téléphone. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais bien entendu, dans l'histoire du cybersexe, vous connaissez tous le Minitel, mais peut-être déjà, certains d'entre vous, d'ailleurs je suis en train de me dire, il doit y en avoir certains d'entre vous qui l'ont jamais utilisé. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient utilisé le Minitel ? Oui, non. Hein. Ça devient vraiment, ça pareil, ça devient un objet préhistorique. Alors, ce qui est important à savoir avec le Minitel, c'est que, alors ça aussi je l'ai vécu, je ne vous raconte pas si on a du temps, je peux vous raconter des anecdotes sur le réseau qui me sont arrivées en grandeur réelle, et sur le Minitel aussi. Et alors là, le Minitel c'est différent, c'est-à-dire que quand la France, alors c'est important le Minitel parce que la France va être le premier pays au monde connecté par un système télématique. Donc on va dire c'est pas vraiment informatique, c'est télématique, mais c'est similaire, c'est de l'informatique de toute façon. Et surtout il est donné aux gens, hein, c'est-à-dire que la population française, on leur donne un Minitel, sauf à la différence du système américain, il y a deux différences de l'Internet, il y a deux différences fondamentales. Je dirais il y en a plein, mais il y en a deux essentielles, c'est que d'une part la connexion, les connexions sont payantes, c'est-à-dire que vous vous connectez sur des serveurs des providers, l'équivalent des providers de services, mais vous payez. Et vous payez assez cher. La minute de Minitel coûte relativement cher. Et c'est un système pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle vertical au sommet qui avait au moins une qualité. Alors ça, c'est typiquement l'État français, c'est-à-dire on veut conserver le contrôle. L'État, la hiérarchie veut conserver le contrôle du réseau, mais en même temps, c'est une qualité, c'est qu'il y a un véritable anonymat. C'est-à-dire au moment où ils le mettent en place, il est impossible à qui que ce soit de connaître le nom et l'adresse des utilisateurs. Ce qui ne permet pas l'économie contemporaine où votre identité
sur le net, votre identité virtuelle est aspirée littéralement par tous les providers et les systèmes, les fournisseurs de services. Et surtout, bah, c'est distribué à la planète entière. Sauf que ça ne marche pas terrible. C'est-à-dire qu'au début du Minitel, on cherche à intéresser les gens. Et j'avais été contacté à une époque, j'ai des amis dans l'art vidéo qui ont bossé là-dessus. C'est-à-dire on nous demandait de trouver des idées de jeux, des idées d'activités qui feraient que ça intéresserait les gens de venir se connecter. Et il y a une légende, j'ai pas réussi à retrouver la validation de cette histoire-là historique, mais à un moment on raconte cette histoire-là de comment apparaissent les premiers réseaux à vocation sexuelle sur le Minitel. Ça serait venu au tout début d'une boîte qui faisait des jeux d'échecs. C'est-à-dire les utilisateurs pouvaient faire des parties d'échecs sur le Minitel. Et à un moment, ils se sont dit, mais ça serait bien que les utilisateurs puissent échanger quelques phrases, quelques mots pendant la partie avec l'autre compétiteur. Et à ce moment-là, ils ont créé une fenêtre textuelle. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que les gens ne jouaient plus du tout aux échecs, mais passaient leur temps à se raconter des histoires dans la fenêtre textuelle, et en particulier des histoires à vocation sexuelle. Et donc, c'est là que seraient nées les premières Minitel Rose, les fameux Minitel Rose, qui met en relation les gens entre eux pour échanger des informations à caractère sexuel. Et aussi où les professionnels vont se mettre sur le réseau. Alors là aussi, je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais le truc à retenir de façon globale, c'est que par exemple, Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, a fait sa fortune, qui lui a permis de monter Free, entre autres, grâce au Minitel Rose, grâce au réseau sexuel. Ça rejoint aussi ça conforte aussi un autre processus qui est important à savoir dans l'évolution des technologies. Alors, je ne l'ai pas illustré là, tiens, il faudrait que j'en mette une d'ailleurs, parce que ça permet de... C'est facile, il y a des modèles de cassettes VHS partout. C'est sur la vidéo. Donc, après le Minitel, ou pendant, ou avant, je vérifie aussi les dates, apparaissent les premiers enregistreurs vidéo. À l'époque, on a 3 standards. On a Philips, JVC avec le VHS, et Sony avec le Betamax. Donc on a 3 standards vidéo concurrentiels. Le plus pourri de tous, en qualité, c'est le VHS, fait par JVC. Les 2 autres sont d'assez bonne qualité, en termes d'enregistrement vidéo, et pourtant, c'est le VHS qui va remporter le marché. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est le VHS qui remporte le marché de la vidéo à cette époque-là? Est-ce que quelqu'un sait? Et c'est un exemple emblématique, justement, de l'importance de la sexualité dans l'industrie humaine. Alors, je vous le dis, si vous ne savez pas, vous devez vous en douter, c'est qu'en fait, Philips et Sony n'ont pas favorisé, ni même relativement réduit, la possibilité de voir des films pornographiques sur leur standard. Alors que JVC a carrément ouvert grand les portes à la pornographie en VHS. Résultat, les gens, ça coûtait très cher, il faut penser qu'un magnétoscope, à l'époque, ça valait quand même une petite fortune. Les gens ne vont pas dépenser des fortunes pour voir ce qu'ils peuvent voir à la télévision. C'est-à-dire des films ou des documentaires, des choses comme ça. Ils vont dépenser des fortunes dans une technologie d'enregistrement et de diffusion vidéo pour voir ce qu'ils ne peuvent pas voir ailleurs, à la télévision en particulier, donc de la pornographie. Et comme la pornographie n'existait que sur le standard de JVC, le VHS, c'est le VHS qui a en fait remporté la guerre commerciale, qui a pris la suprématie sur les autres standards en termes de diffusion. Ça vous rappelle bien évidemment aussi ce qui se passe sur l'Internet, où la pornographie représente un marché énorme, une demande énorme qui pose d'ailleurs maintenant plein de problèmes d'accès, puisqu'elle est généralisée sur l'Internet. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir accès à de la simulation sexuelle virtuelle. Ensuite, on va avoir donc, ce que je vous ai raconté sur le Macintosh. Il va y avoir des phénomènes très intéressants, par exemple, liés à tout ça. C'est... j'ai déclenché un film. Attendez, je vais sortir de là pour qu'on n'entende pas le son. Excusez-moi.
Voilà, c'est la Backbone Cabal. La Backbone Cabal, ça se passe entre 1983 et 2000, et c'est très intéressant. C'est que il y a un réseau alternatif qui est inscrit maintenant, d'ailleurs, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le dark web ou le deep web. C'est tout bêtement un réseau de type newsgroup alternatif. Donc il faut savoir que l'Internet, on dit que c'est le réseau des réseaux. Ce sur quoi vous surfez habituellement, c'est une des faces, une des parties émergées du réseau. Mais en fait, il y a plusieurs réseaux dans l'Internet qui circulent, dont certains, par exemple, ne sont accessibles qu'avec des logiciels dédiés. Par exemple, comment il s'appelle, celui des newsgroups, c'est... j'oublie toujours aussi son nom. On était sur le réseau... qui est le premier, d'ailleurs, c'est le premier réseau, un des premiers réseaux qui existait avant même que l'Internet n'existe, qui était le premier réseau d'échange textuel sur les précurseurs, si je puis dire. Et on est sur les newsgroups, et c'est... Bon, c'est pas très grave. On retrouve facilement ce truc-là. Et en fait, sur ce réseau, qui est un réseau essentiellement textuel, mais pas que, les providers sont obligés, à partir du moment où vous décidez, vous êtes une entreprise, vous décidez de devenir provider, hein, comme Free, comme tous les providers sur la planète, vous êtes obligé légalement de faire transiter ce réseau-là, qui est le premier réseau qui était essentiellement textuel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas diffuser les échanges et les messages qui sont sur ce réseau-là. Et au bout d'un moment, quand l'Internet commence à grandir, entre 83 et 2000, les providers américains, un certain nombre de providers américains, ça les gave de perdre de l'argent, parce que justement, ce n'est pas un réseau rentable, à redistribuer les milliers, voire millions de messages qui circulent sur ce premier réseau. Et ils vont s'entendre, les plus grands américains vont s'entendre pour, en particulier, supprimer, ne plus relever, ne plus retransmettre, ne plus faire circuler les newsgroups, hein, on appelle ça des newsgroups. Donc c'est l'équivalent on va dire, des précurseurs de Facebook, sans images, mais il y en aura après des images. Ils refusent de les retransmettre. Et ils s'entendent pour ne plus les faire circuler. Et c'est quoi ces newsgroups qu'ils arrêtent de retransmettre? Ce sont tous les newsgroups alternatifs, un peu bizarres. Donc tout ce qui concerne, alors il y avait à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Grotesque, je crois, alors c'était que des images de morts, des images abominables, de cadavres, de morts, de choses comme ça. Il y avait évidemment les newsgroups à caractère pédophile, il y avait les newsgroups à caractère sexuel, les BDSM, les newsgroups qui sont nés à San Francisco d'ailleurs, les premiers newsgroups BDSM. Vous aviez donc tout ce qui était pornographique, etc. Tout ce qui était en fait impolitiquement correct. Il y en avait des milliers. Et ils arrêtent de les diffuser. Ils s'entendent entre eux, et pour ça on appelle ça la Backbone Cabal. Hein, vous pourrez trouver des informations là-dessus, on appelle ça la Backbone Cabal. Et donc il y a une censure qui émerge, et en particulier c'est surtout une censure sur la pornographie et la sexualité. Et ce qui va se passer, c'est que ça va énerver d'autres, et on les connaît, hein, d'autres providers un peu plus libertaires, qui vont créer une sous-arborescence qui s'appelle alt quelque chose, c'est-à-dire ça s'appelait alt point quelque chose, qui relaie tout ce que les autres ne veulent pas relayer. Et en plus, avec des images, c'est-à-dire donc alt.bin, l'adresse commençait par alt.bin, contenait les images. Et donc on va voir émerger un nouveau réseau qui contient tout ce qui est impolitiquement correct et qui est distribué, diffusé dans l'Internet, à travers les réseaux de l'Internet, à travers les réseaux de providers, mais évidemment qui n'est accessible que si vous avez des logiciels dédiés qui peuvent explorer ce réseau. Et ça a été une partie du dark web, ce qu'on considère le dark web, parce que tout le monde ne connaît pas, ils existent toujours, hein, ils sont toujours en activité. Et donc ça, c'est un autre exemple aussi de la Backbone Cabal, d'un moment où la sexualité a posé des problèmes et a été contournée par des actions libertaires pour contourner la censure. La censure étant justement considérée par les créateurs de l'Internet même comme négative et qu'il faut lutter contre. Là, je vais aller... alors,
on va avoir pour le BDSM, c'est les Munch en 1992, mais on va pas le détailler, c'est pas la peine, on va avancer vite. Là, ce que je vous montre, c'est une des premières expérimentations, performances de cybersexe, je dirais dans le sens le plus proche du cybersexe contemporain, qui a été fait par un groupe de performeurs et artistes, je crois qu'ils étaient en fait allemands à l'origine. Hein, c'est comment ils s'appellent, Kirk Woolford et Stan Stanley. Et donc c'est en 1993, donc c'est relativement récent, hein, si on peut dire, c'est quand même au millénaire dernier. Et en fait, ça va se passer entre Cologne et Paris. Et ils vont transmettre des stimulations physiques, hein, c'est-à-dire que les protagonistes ont des sortes de harnais avec des vibromasseurs. Éventuellement, je ne sais pas par contre s'il y avait des stimulateurs électriques. Et en fait, ils vont se transmettre des stimulations physiques à travers le réseau Internet. Alors, à l'époque, hein, c'est pas de la fibre, c'est des vieux modems, hein, donc c'est des très 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 bas débits. Donc, il faut vraiment le vouloir. Hein, il faut avoir des dispositifs même dédiés, donc ça ne va pas se répandre. Hein, tout ça, ça coûte très cher et c'est complètement expérimental. Mais la première performance cybersexuelle, dans le sens, je dirais, le plus proche du terme, c'est cette performance cyber-SM en 1993. Alors de là, je vais continuer à avancer. Il y a des choses... Alors, il y a l'invention du... comment ça s'appelle ? Du Viagra. Le Viagra est vraiment un dispositif de cybersexe. Et on a aussi des personnages emblématiques. Voilà, elle est là. Par exemple, je vous conseille de lire le Manifeste Cyborg. Hein, c'est le Manifeste Cyborg de Donna Haraway. Il a été traduit en français. Et je crois bien l'avoir mis d'ailleurs dans le PDF aussi. Et alors là, c'est l'émergence des mouvements LGBTQI+, qui vont s'emparer des réseaux pour transmettre. Alors, les réseaux numériques vont devenir des outils de communication qui vont permettre à ces réseaux-là de se fédérer, de s'organiser, les réseaux gays, les réseaux queer, etc. Et Donna Haraway est une militante queer, assez célèbre dans le milieu, et va faire un manifeste qui s'appelle le Manifeste Cyborg, qui est excellent, et qui est, moi j'appelle ça comme pour comment il s'appelle, l'inventeur des mèmes, donc... je fatigue un peu, j'ai des blancs. Richard Dawkins. Voilà, comme pour Richard Dawkins, elle a un moment de philosophie, de poésie scientifique, je dirais, et elle revendique l'identité du cyborg. C'est-à-dire, comme elle est militante plus que féministe, puisque queer, elle revendique ce personnage qu'est le cyborg. Le cyborg est plutôt, dans l'imaginaire collectif, un personnage masculin. Hein, et en fait, elle le revendique parce qu'elle dit... En gros, je fais simple, mais il faut lire le texte, il est très très beau. Le cyborg, il est ce qu'on veut. Il est féminin, il est masculin, il est intersexe, il est asexe, hein, et il est tout ce qu'on veut. Et donc, elle revendique cette identité du cyborg qui est dans une liberté absolue du genre. Il faut penser que les queers à l'époque, le terme queer va avoir plusieurs définitions. Mais moi, à l'époque, le mot queer émerge, c'est dans la communauté, justement, LGBTQI+, qui n'est pas LGBTQI+, d'ailleurs, à l'époque, LGBTQI, tout court, de San Francisco. Et ce qui se passe, c'est que les lesbiennes de San Francisco sont très énervées contre les gays de San Francisco. C'est-à-dire qu'elle leur reproche de se refermer à nouveau dans des processus communautaristes, à être figés dans des définitions d'eux-mêmes et de leur sexualité, orientées par la sexualité. Et elles disent, et c'est là que le mot queer, qui est au départ un mot péjoratif, elle le revendique pour définir que, alors justement c'est ça qui est rigolo, de ne pas être queer, c'est-à-dire que de ne pas s'enfermer dans une définition. Être queer, ça veut dire que vous êtes ce que vous voulez. Vous vous revendiquez d'être un jour gay, un autre jour hétérosexuel, un autre jour lesbienne, etc. C'est-à-dire que le principe du queer est de ne pas s'enfermer dans des définitions
entre autres, des définitions de genre, mais ça peut être plus vaste que les définitions de genre. Après, avec l'histoire, ça va devenir le bordel. Hein. Le mot queer va être revendiqué par différentes générations et il va changer. Mais au moment où il émerge, je me rappelle que c'était cette revendication qui était la revendication queer à l'époque. Donc là, ça, c'était pour l'évolution du cybersexe dans notre histoire. Et là, je vous montre des choses très intéressantes aussi. C'est un jeu, c'est les premiers jeux, et donc je vais revenir sur la notion d'avatar. Une chose qui est importante sur les avatars dans les jeux... Excusez-moi, il y a Siri qui s'est déclenché intempestivement. On est entouré de robots et on va passer notre vie à nous battre avec ces robots, ces intelligences artificielles qui sont cons comme des balais. Alors je reviens, et donc sur les avatars, un truc très important, deux choses très importantes qu'il faut que je vous explique aussi, c'est l'effet Proteus et la cyberesthésie. Alors l'effet Proteus, c'est qu'en fait, ça c'est pas de moi, mais je l'ai formalisé, mais sans le nommer longtemps avant. Donc là, on retrouve mes avatars de Second Life. Il va se produire, quand vous utilisez des avatars à figure humanoïde, et pas que d'ailleurs, ça peut être des créatures aussi, l'avatar déteint sur vous. C'est-à-dire, vous devenez l'avatar. Par exemple, si vous jouez un ange, vous prenez un avatar d'ange. Et ça, je l'ai vécu avec des gens. Et un protagoniste, un utilisateur, avait un avatar d'ange. Et il se mettait spontanément à parler comme un ange. Et on lui parlait aussi spontanément, comme on parlerait à un ange. Mais au bout d'un moment, on se pose la question, comment on sait comment on parle à un ange? C'est ça qui est très drôle. C'est que spontanément, on adopte des espèces d'archétypes, ou de même, dans nos attitudes, nos comportements, liés à la forme physique, à l'identité physique de l'avatar avec lequel on est en train de converser. Et ça, c'est l'effet Proteus. C'est-à-dire que l'avatar qu'on utilise, qui est une identité qui a une image physique, déteint sur nous. Hein, on devient l'avatar. C'est pas du tout négligeable comme processus, et c'est plutôt bien, d'ailleurs, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'enrichir de dividus. On va enrichir nos dividus. Alors, qu'est-ce que ce sont les dividus? Ça aussi, c'est la chose importante. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs dividus. Vous en avez déjà au moins deux. Entre celui que vous êtes au travail, par exemple, voilà, on va avoir le admin qui travaille. Donc, au travail, vous avez une individualité, une personnalité très particulière, qui peut être complètement différente de votre individualité, de votre personnalité, lorsque vous êtes dans l'intimité, hein, quand vous êtes en famille. Hein. La plupart d'entre vous, des gens, vous le verrez, passent, et ça peut être énorme, c'est-à-dire les gens, entre leur personnalité au travail et leur personnalité dans l'intimité, l'écart peut être énorme, ça peut être des gens carrément différents. Et puis vous êtes différents aussi lorsque vous faites du sport, lorsque vous faites des loisirs. Dans certaines activités de loisirs, certaines personnes changent aussi complètement de d'individus. Nous sommes habités par une multitude de d'individus qui émergent, qui apparaissent selon notre activité sociale. Et on passe d'individu à l'autre en général par le trajet. C'est-à-dire qu'on a un trajet qui permet en fait de faire une transition douce entre nos différentes individualités. Avec les réseaux sociaux numériques, les jeux vidéo, les jeunes générations prennent l'habitude de développer une multitude d'individus différents. Hein, vous pouvez être un gangster, vous pouvez jouer à être un chevalier médiéval, un gangster russe, et ainsi de suite. Et aller assez loin dans ces interactions parce que vous êtes dans les échanges avec les autres, les échanges virtuels, dans votre sociabilité dématérialisée, les autres protagonistes sont complices et vont renforcer par des échanges sociaux, par des relations sociales, parfois amoureuses et sensuelles dématérialisées, l'individu que vous incarnez. Donc là, c'est ce que je vous ai montré, ça c'est Dil, donc un personnage de femme guerrière complètement fictif que j'ai créé, mais qui s'est avéré
pourquoi il est tout petit mon personnage? Bon, c'est pas grave. Deal a fonctionné. C'est-à-dire les gens se créent plusieurs avatars et parmi tous les avatars que vous créez, il y en a un qui va avoir plus de qui va avoir plus de résonance et d'interaction sociale, qui vous va mieux comme une sorte de costume. Et donc je vais développer des relations sociales dématérialisées sous une identité virtuelle féminine qui va générer un individu chez moi particulier. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça avec les avatars. Donc vous avez plusieurs individus, lesquels individus, par effet Proteus, déteignent sur votre véritable ou votre principale individualité ou votre personnalité dans l'ensemble. Donc ça vous enrichit, parce qu'en général, on ne reste pas coaché, individu. C'était la grande peur des joueurs de jeux de rôle, qui était, quand vous jouiez au jeu de rôle dans les années 80, le maître de donjon nous disait « Attention, ne confonds pas ton personnage et toi-même ». On a tous cette peur de finir par perdre le pied, de ne plus savoir faire la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est bien d'ailleurs un truc qui ne nous arrive que très rarement. Il faut avoir une pathologie mentale pour faire ça. La majorité des gens font très très bien la différence entre un personnage virtuel, une identité virtuelle, un personnage ludique, et leur véritable personnalité ou identité. Mais nous avons extrêmement peur de confondre l'imaginaire avec le réel. Et donc les maîtres de donjons passaient à la grande angoisse des jeux de rôle, c'était que tu finisses par croire que tu es le guerrier que tu joues dans les jeux de rôle. En fait, ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, c'est exceptionnel, et c'est plutôt, en psychologie, on dit, j'en ai parlé avec pas mal de psychologues, c'est que ça dissimule une autre pathologie plus traditionnelle qu'il faut trouver, qu'il faut identifier, ce qu'est le travail des psychiatres et des psychologues. Et donc, je vous expliquais l'effet Proteus, vous avez les dividus, cette notion de dividualité, de plurindividualité, et vous avez la cyberesthésie. Alors, qu'est-ce que c'est la cyberesthésie? C'est un mot que j'ai inventé pour pallier un manque de mots, c'est-à-dire dans mon enfance, on appelait le mot empathie. Le mot empathie servait à désigner notre capacité à nous projeter sur les émotions d'un autre. C'est-à-dire l'empathie humaine, c'est la capacité à percevoir les émotions de l'autre. Mais on utilisait aussi ce mot-là pour définir notre capacité à nous projeter sur un dispositif, sur un véhicule par exemple. Un très bon chauffeur connaît au centimètre près la position de ses pare-chocs. Donc ça, c'est la cyberesthésie, c'est-à-dire le cerveau humain, et pas que humain, les animaux sont capables de le faire aussi, ont la capacité d'étendre ce qu'on appelle les proprioceptions et les extéroceptions sur un dispositif extérieur au corps. En l'occurrence, une automobile, un véhicule. C'est là que c'est le plus spectaculaire, où on étend notre champ de conscience sur la machine, ce qui nous permet d'ailleurs de conduire à très grande vitesse, à se déplacer à très grande vitesse à l'intérieur d'une carcasse en métal dont on connaît l'inertie, la vitesse, on perçoit l'inertie, la vitesse, etc. On se projette. Ça, du coup, comme il n'y avait plus de mots pour définir ça, le mot empathie a perdu cette définition-là. C'est très intéressant d'ailleurs qu'on est au moment où nous projetons notre identité sur la planète entière, le mot qui sert à définir ça disparaît. Donc j'ai inventé le terme cyberesthésie pour décrire l'esthésie cybernétique, c'est-à-dire la capacité à nous projeter sur un dispositif. Sauf que ça va très très loin. Alors par exemple, un exemple de cyberesthésie, c'est le chien là, dont vous avez vu plein de films, qui fait du skateboard. Vous voyez que l'animal a une perception, a étendu son équilibre et sa perception de l'espace sur le skateboard. Donc nous, on fait pareil, mais pas que seulement sur des véhicules. Lorsque vous utilisez un réseau social numérique, lorsque vous êtes sur Internet, lorsque vous êtes sur un réseau social, quel qu'il soit, vous rentrez dans un processus cyberesthésique où vous projetez votre identité sur le dispositif. Et là, nous vivons une période où vous avez une part de vous-même qui se projette sur la planète entière. Vous avez une relation cyberesthésique à tout votre dispositif informatique qui comprend les réseaux sociaux numériques, lesquels réseaux sociaux numériques, comme on l'a déjà comme on l'a déjà vu, sont donc des amplificateurs existentiels. Et là, je vais terminer les 21, donc on a juste le temps de terminer. Je vous montre juste un truc très rigolo dans le cadre de la cybersexualité. En 2000 ou 2001,
Alors vous voyez, là j'ai mis du Kandinsky partout. Hein. J'ai créé des petits personnages à la Kandinsky pour illustrer cette partie-là. Je crois même que j'en ai quelques-uns qui ont des avatars, c'est-à-dire qui bougent comme des avatars. Ouais, voilà. Celui-là, par exemple, je lui ai mis un squelette. Hein, et il a, comme les avatars de Second Life, etc., il a un squelette à l'intérieur qui fait qu'il pourrait devenir un avatar, d'ailleurs. Il bouge, il a des capacités d'avatar. Voilà. Donc là, j'ai repris des dessins de Kandinsky, de personnages de Kandinsky, symboliques, parce que, en fait, en 2000, je sais plus, 2001, voilà, il y a un jeu qui sort qui s'appelle Project K, ou Rez, R-E-Z, qui a eu sa célébrité à une époque. Vous voyez, c'est un raid. Et dans ce raid, c'est vraiment pas un jeu à vocation sexuelle. On est dans un vaisseau et il faut dégommer des monstres. Hein, il faut dégommer des monstres sur son parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce travail graphique, c'est qu'il y a une vraie création esthétique. Hein, il y a un vrai choix de design, etc., qui est assez beau. Et alors, je vous raconte l'histoire de Rez. C'est que, en fait, le créateur de Rez, qui s'appelle Tetsuya Mizuguchi, est passionné de Kandinsky et de synesthésie. La synesthésie, c'est une pathologie qu'on ne considère plus comme une pathologie, qui est la capacité d'associer, par exemple, des couleurs au son, hein, ou des sons à des couleurs. Hein, vous regardez, et on pense que Kandinsky avait des capacités synesthésiques. Je crois bien que c'est le fait d'associer chez lui, il associait des couleurs au son. Et donc, le créateur du jeu veut renforcer ces processus synesthésiques et il va mettre sur le marché, ça n'existera qu'au Japon, il va mettre sur le marché, vous voyez, ça sera la version du jeu pour la PlayStation 2 japonaise. Elle sera livrée avec un vibreur. Vous voyez, ce petit vibreur qu'on branche sur le port USB. Et en fait, ce gadget va générer des vibrations qui sont synchrones avec les événements du jeu. Tout ça pour favoriser l'immersion dans le jeu et favoriser des processus justement synesthésiques. Et alors, évidemment, tous les joueurs ont utilisé ce petit vibreur parce qu'il dit qu'il ne voulait pas lui donner une vocation sexuelle. Mais évidemment, les joueurs ont placé le vibreur à tous les endroits les plus sensibles du corps et ont donc généré une corrélation, une symbiose entre les stimulations physiques et le jeu vidéo, ce qui a rendu ce jeu célèbre. Et on va retrouver ça dans Second Life, c'est-à-dire Excite, un des fabricants de sexe pour Second Life, autour de 2007, met sur le marché ici, voilà, je l'ai représenté là, va vendre un vibromasseur, pas cher, 30$, qui est synchronisé sur les avatars. Le voici, ça c'est le vibromasseur de Excite, et il va l'appeler le Rez Vibrator, c'est-à-dire il est directement inspiré de Project K. Et en fait, ça permet de synchroniser les relations sexuelles dématérialisées avec des stimulations physiques et donc de favoriser l'immersion. Et ça va avoir le même effet, c'est important, ça va avoir exactement le même effet que le casque VR ou la vision favorisée, amplifiée par les neurones miroirs de l'avatar à la troisième personne, c'est que vous rajoutez un processus immersif qui augmente l'implication du subconscient dans la relation. Pourquoi l'implication du subconscient? Parce que les stimulations physiques vous font rentrer la peau qui est un des organes les plus grands du corps, hein, un capteur qui est un capteur, hein, comme les yeux, comme l'ouïe, comme l'odorat. C'est un capteur extrêmement puissant, et donc vous synchronisez le subconscient avec la stimulation virtuelle, avec l'univers virtuel, et donc vous renforcez la sensation de réalité, l'illusion de réalité aux relations dématérialisées. Ce qui est le futur. Hein, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus, et vous allez travailler de plus en plus sur des dispositifs justement cyberesthésiques
qui favoriseront des effets synesthésiques chez les utilisateurs. Je crois que je vous ai dit l'essentiel, il est 26. Pour le cybersexe et l'importance du cybersexe, je fais un petit tour parce que je sais que j'ai oublié quelque chose d'important sur la relation à tous ces développements-là. Je vous avais parlé de The Cave, mais je crois bien que je vous l'ai montré. Hein, je vous ai montré les premiers dispositifs immersifs que j'ai pu voir à la Brown University. Hein, c'est la Cave que j'ai visitée en l'an 2000. Vous m'arrêtez si je me trompe. Bon, ça, c'est un petit poil hors sujet. Enfin, on ne peut pas l'aborder. Je vous conseille, ah oui, j'ai oublié, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Dans Second Life, on n'a pas été voir la cime de Moya. Il ne reste plus que 2 minutes, 3 minutes, donc ce n'est pas la peine. Mais je vous conseille fortement, si vous vous connectez finalement à Second Life, vous cherchez dans le moteur de recherche de Second Life Moya. C'est un artiste, un grand artiste contemporain, qui a fabriqué dans les mondes virtuels, donc dans Second Life, un duplicata de ses œuvres dans le monde réel. Hein, il est à Nice et ses œuvres sont utilisées pendant le festival de Nice, hein, le grand festival, le carnaval de Nice. Et vous tapez Moya, Patrick Moya sur Internet, M-O-Y-A, et vous trouverez les liens pour aller visiter son univers. Il a créé une ville immense, hein, un estate, comme je vous avais expliqué, basé sur ses créations artistiques. Voilà, donc on va s'arrêter là. On a été pas assez loin. Je ne vous ai pas fait Velasquez, parce que de toute façon, vous le trouverez sur mon site YouTube. Hein, c'est-à-dire, vous avez sur mon YouTube, vous trouverez énormément de choses, dont des tutoriaux pour vous servir de certains logiciels, mais aussi les retranscriptions d'autres conférences. Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse, si ça vous dit, d'aller voir sur YouTube les conférences qui parlent de Velasquez. Là, je les ai mis là. Je découvre qu'ils sont là. Tout un tas de dispositifs, dont celui-là qui est rigolo, celui où on mange les avatars. Hein, c'est la table, le dispositif qui permet de manger les avatars dans Second Life, de faire de la gynophagie, comme on dit, donc d'avoir des cybersexualités qui sont impossibles à avoir, évidemment, bien entendu, dans le monde réel, mais qui vont générer des répertoires émotionnels étranges et très très particuliers, qui vont devenir un enjeu à scandale dans les années qui vont venir, hein, je pense. Voilà, est-ce que vous avez des réflexions, des questions, avant qu'on se quitte? Je reviens vers vous, d'ailleurs, je vais déconnecter le... Voilà. Je vais déconnecter les retours. Donc, je voulais vous dire quelque chose. Bon, n'hésitez pas en tout cas à me recontacter si vous avez un doute. On est tous bien d'accord que vous m'autorisez à diffuser cette captation, cette vidéo. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Facebook, par mail. Vous avez mon mail? Je crois que vous ne l'avez pas, je parie. Je vous le donne tout de suite, de façon à ce que ça soit fait. Oui, je ne crois pas qu'on l'ait. Alors, je vous le donne. Je vous donne. Voilà, ça c'est mon mail. Donc, n'hésitez pas pour la moindre question, la moindre information à me recontacter. Vous aurez, ou pas, je ne sais pas, ça dépend de votre administration, ce fameux QCM dont je vous ai parlé à répondre. Je ne suis pas trop inquiet, hein, je pense que vous n'aurez pas de problème pour le remplir. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ben voilà, on a été pas mal. C'est la première fois qu'il manque des trucs, évidemment, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse 2 jours de plus pour faire la totalité du No Museum. Ce que je ne vous ai pas fait, c'est l'histoire des technologies du 19e siècle. À l'origine, c'était l'élément principal du No Museum, puisque j'enseignais aux arts et métiers. Les premiers cours que j'ai donnés, c'était aux arts et métiers. Et donc, je faisais l'histoire des machines, depuis la machine à vapeur jusqu'à maintenant, des robots. En fait, de ce qu'on considère comme les premiers automatismes. Donc, je ne vous ai pas fait ça.
Et puis, mais sinon, on a vu beaucoup de choses dans tout ça. Donc voilà. C'est bon? Est-ce que vous avez des critiques? C'est le moment de dire on s'est fait chier grave, c'est nul, ça m'énerve de me balader dans un monde virtuel, c'est pas bien, c'est un outil de propagande capitaliste grave, ça pourrit la planète, hein, c'est effectivement des outils qui sont extrêmement gourmands en énergie, hein, et qui posent un sérieux problème en termes écologiques, hein, puisque ne serait-ce que la conversation, le cours que nous avons eu là, bouffe un paquet d'énergie au niveau des réseaux, au niveau des ordinateurs, des réseaux, des systèmes associés. Donc on a un problème, hein, clairement, un sérieux problème dans les années à venir à résoudre en termes énergétiques et de pollution. Ce qu'on n'a pas du tout abordé, mais là, il y a beaucoup de gens qui traitent de ce sujet-là. Donc ça va, il est 32, donc on dépasse de 2 minutes. Ben, du coup, on se quitte là. Je vous dis au revoir. Je vous dis donc au revoir, et puis donc à bientôt. Et au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. À bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. J'avais juste une question. Est-ce qu'on vous aura peut-être l'année prochaine ou pas du tout? A priori, alors c'est compliqué. Attends, j'ai pas tout compris, mais tu me demandes si je serai là à nouveau pour vous l'année prochaine? Oui, par exemple, si on veut vous poser des questions ou quoi que ce soit, ou c'est juste là, la fin de ce semestre, au cas où... Alors, ça sera de façon individuelle, c'est-à-dire tu n'hésites pas à me contacter si tu as des questions. Tu me contactes de façon individuelle, hein. Moi, je suis totalement disponible pour vous pour éventuellement aborder certains sujets ou certains questionnements que vous pourriez avoir, pour peu que je puisse y répondre. Par contre, dans le cadre scolaire, c'est a priori pour votre école la dernière fois qu'on va se voir de façon officielle, puisque, comme je vous l'ai expliqué au début, je vais atteindre 67 ans le 27, là. C'est mon anniversaire, mais administrativement, en France, à partir de 67 ans, on ne peut plus enseigner, on ne peut plus en tout cas être payé pour enseigner dans un certain type d'université. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas chez vous. Là, je dois intervenir à l'Université de Paris pour un DU, un diplôme universitaire de cyberpsychologie, mais ils ont, eux, une dérogation. C'est-à-dire qu'ils ont un processus, comment on va dire, administratif qui leur permet de me défrayer et de me payer pour intervenir dans leurs cours. Donc, c'est une donnée qui est variable en fonction du contexte. Mais en tout cas, dans le cadre de votre école, justement, Amos a speedé comme un fou pour réussir à bloquer ces dates-là, puisque après, c'était raté, quoi. C'est donc la dernière fois, a priori, que j'interviens pour votre école. D'accord. Hein? Merci beaucoup. D'accord. Mais donc, je répète, hein, n'hésite pas à me recontacter. Eh bien, pas d'autres questions, c'est sûr? Ouais, eh bien on se quitte là. Et au plaisir de vous revoir, donc. Hein. N'hésitez pas ultérieurement à me donner de vos nouvelles ou à me recontacter, etc., etc. Si vous avez le moindre doute ou la moindre question dans votre cursus. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt, monsieur. Et merci.